Si seulement je pouvais sérieusement croire, à la toute fin, n'avoir vu aucune de ces horreurs. Croire qu'un choc mental était la cause de toutes mes suppositions, la vision ultime qui avait provoqué ma fuite de la ferme désolée d'Ackley, puis m'avait fait démarrer sa voiture pour une course de nuit dans les montagnes du Vermont. Ce serait ignorer les faits les plus élémentaires de ce qui vint clore cette expérience. Malgré l'intensité de notre échange d'informations et spéculations avec Henry Ackley, il ne m'est rien possible de prouver quant à ce que j'y ai vu et entendu, et de la netteté évidente de l'impression causée sur moi par ces choses, et si j'ai tort ou raison dans mes déductions hideuses, même aujourd'hui je ne peux rien en prouver. Après tout, la disparition d'Ackley n'établit rien. Personne n'a rien trouvé qui cloche dans sa maison, hors les marques de balles sur les murs, dedans et dehors. C'est juste comme s'il était parti à l'ordinaire pour une balade dans les crêtes et n'en était pas revenu. Même pas un signe que quiconque soit venu ici, ou que ces horribles machines et cylindres aient été entreposés dans son bureau. Qu'il eût craint mortellement ce qui peuplait ces crêtes boisées où il était né et avait grandi ne signifiait rien non plus. Des milliers d'individus sont sujets à de telles peurs morbides. Son excentricité aurait suffi, de plus, à expliquer ses actes étranges et ses appréhensions ultimes. Toute cette affaire commença, pour ce qui me concerne, avec l'inondation historique et sans précédent qui frappa le Vermont le 3 novembre 1927. À l'époque, j'étais chargé de cours en littérature à l'université Miskatonic d'Arkham, Massachusetts, et pratiquant amateur et enthousiaste du folklore de Nouvelle-Angleterre. Peu de temps après l'inondation, parmi les diverses comptes rendus des épreuves, souffrances et secours organisés qui remplissaient les journaux, apparurent d'étranges histoires à propos de choses qu'on avait aperçues ballottant dans certaines des rivières en crue, au point que mes amis furent nombreux à s'embarquer dans d'interminables discussions et à en appeler à moi pour savoir de quelle lumière je disposais sur le sujet. Je me sentis flatté de ce que mes études du folklore fussent ainsi prises au sérieux, et fis ce que je pus pour éclaircir ces récits vagues et confus qui semblaient clairement une résurgence de quelques anciennes superstitions rurales. Cela m'amusa de constater comment des personnes de haute éducation insistaient sur l'idée que, sous les rumeurs, devait bien résider une couche obscure et distordue de faits réels. Les récits ainsi portés à ma connaissance provenaient principalement de coupures de journaux. On y retrouvait cependant le fil d'une source orale, qui fut aussi répétée directement à un de mes amis dans une lettre de sa mère, vivant à Hardwick, Vermont. Dans chaque cas, la description type de ces choses était pratiquement identique, même si elles se révélèrent émaner de 3 sources séparées. La première provenait de la rivière Winooski, près de Montpelier. Une autre était attachée à la West River, dans le comté de Windham. Une troisième enfin provenait de la vallée de la Passampsic, au-dessus de Lyndonville, comté de Calédonie. Bien sûr, beaucoup des articles épars mentionnaient d'autres sources, mais à les compiler, elles semblaient toutes se référer à un de ces 3 premiers cas. Chaque fois, les habitants du lieu rapportaient avoir vu une ou plusieurs formes inquiétantes et surprenantes dans les eaux dévalant brutalement depuis ces crêtes où personne n'allait jamais, et dans leur tendance générale reliaient d'eux-mêmes leurs observations à un cycle mi-oublié de légendes que chuchotaient les plus anciens, qui les ressuscitèrent pour l'occasion. Ce que les gens disaient avoir vu consistait en formes organiques telles que jamais ils n'en avaient observé auparavant. Bien sûr, dans cette période tragique, il y eut de nombreux corps humains noyés et brassés par les courants. Mais ceux qui décrivaient ces formes étranges étaient quasiment sûrs qu'il ne s'agissait pas de corps humains, malgré quelques ressemblances superficielles dans la taille et le dessin général. Ni non plus, rapportaient les témoins, d'aucune espèce d'animal connu dans le Vermont.
C'étaient des choses rosâtres, d'environ 5 pieds de long, avec un corps de crustacés marqué par une large paire d'ailes dorsales à très fine membrane et plusieurs jeux de branchies articulées. Et là où aurait dû être la tête, une sorte de volume ellipsoïde convexe, recouvert d'une multitude de très courtes antennes. La façon dont ces comptes rendus de sources différentes tendaient à coïncider de très près était vraiment à prendre au sérieux. Mais il fallait en modérer le constat par le fait que ces anciennes légendes, qui avaient circulé longtemps dans ce pays de bois et crêtes, en proposaient des descriptions à la fois morbides et très colorées, qui avaient certainement marqué par anticipation l'imagination des témoins actuels. Ma conclusion était donc que ces témoins, dans chaque cas de naïfs colons de ces régions rudes, avaient aperçu des cadavres humains flottants et gonflés, ou ceux d'animaux de ferme emportés par les tourbillons et courants, et que cela avait permis aux légendes mi-enfouies d'envahir ces objets de pitié en leur conférant ces attributs fantastiques. Ce folklore ancien, même ainsi devenu flou, évasif et en partie oublié par la génération présente, était d'un singulier caractère et à l'évidence reflétait l'influence de contes indiens encore plus primitifs. Je les connaissais en particulier, même sans m'être jamais rendu dans le Vermont, par la monographie d'Eli Davenport, presque introuvable désormais, et qui rassemble un matériau oral collecté dès avant 1839 auprès des plus anciens habitants du pays. Ce matériau coïncidait de plus ou moins près avec les contes que j'avais personnellement recueillis des paysans les plus âgés des montagnes du New Hampshire. Pour les résumer brièvement, il faisait allusion à une espèce cachée d'êtres monstrueux qui se dissimulait quelque part dans ces crêtes les plus reculées, les bois les plus profonds des pics les plus hauts, et ces sombres vallées où les torrents sourdent de sources inconnues. On apercevait rarement ces créatures, mais ceux qui s'étaient aventurés plus loin que d'habitude sur les pentes de certaines montagnes ou dans certaines gorges plus profondes et escarpées, que même les loups évitaient, convergeaient tous pour attester de leur existence. On le constatait à d'étranges empreintes de griffes dans la glaise au bord des cours d'eau ou au long des chemins de lande, de même qu'on trouvait parfois de curieux cercles de pierre, l'herbe alentour toute flétrie qui ne pouvait résulter d'un arrangement naturel ou formé par la nature. On faisait aussi état de certaines grottes à la profondeur problématique, au flanc de ces mêmes crêtes, et dont l'ouverture avait été obstruée par des rochers d'une manière difficilement accidentelle. La proportion moyenne de ces étranges empreintes, à la fois vers l'ouverture ou s'en éloignant, si bien sûr on pouvait apprécier la direction prise selon la forme de ces empreintes, y augmentait considérablement. Pire que tout, il y avait ces choses elles-mêmes, dans le crépuscule des vallées les plus reculées et ces denses forêts presque à la perpendiculaire qui surplombaient les limites où il était possible d'accéder, des gens plus aventureux disaient les avoir vus, même si ce fut rarement. Ça aurait été moins inconfortable si ces bribes de récits concernant ces créatures, dont l'égarement était manifeste, n'avaient pas toutes correspondu si bien. Dans le cas présent, ces rumeurs dans leur ensemble affirmaient plusieurs points communs, certifiant que ces créatures étaient une sorte de crabe mou, rose vif, à taille humaine, avec plusieurs paires de pattes et 2 grandes ailes comme de chauve-souris dans le milieu du dos. Parfois marchant sur toutes leurs pattes, parfois seulement sur leurs pattes arrière, utilisant les autres pour porter de gros objets d'une nature indéterminée. Lors d'une occasion particulière, on les avait surprises en nombre considérable, remontant par rangées de 3 un cours d'eau peu profond dans une formation parfaitement disciplinée. Une autre fois, un spécimen avait été vu volant, s'élançant lui-même du sommet d'une crête dépouillée et solitaire à la nuit tombante, silhouette se découpant un instant sur fond de pleine lune et s'évanouissant dans le ciel d'un seul grand battement d'ailes. Dans toutes les versions de ces récits,
ces êtres semblaient accepter de laisser les humains tranquilles, même si, à l'occasion, on les avait tenus responsables de la disparition de quelques individus trop entreprenants, particulièrement des gens qui avaient construit leurs maisons trop près de certaines vallées ou trop haut dans certaines montagnes. On en vint à considérer qu'il était déconseillé de s'installer dans certaines localités, et l'idée en persistait alors longtemps après que la cause en était oubliée. Les gens levaient les yeux en frissonnant vers certains précipices des montagnes environnantes, même sans se souvenir de combien de colons s'y étaient perdus et de combien de fermes avaient été réduites en cendres sur les basses pentes de ces vertes et sinistres sentinelles. Mais si, à lire les plus anciennes légendes, ces créatures avaient semblé ne s'en prendre qu'à ceux qui se risquaient dans leur intimité, dans les récits plus tardifs, on évoquait leur curiosité respectueuse à l'égard des humains et leur tentative d'établir des contacts secrets avec le monde des hommes. Certains récits établissaient que d'étranges empreintes de griffes avaient été retrouvées le matin sous les fenêtres de telles fermes ou lors d'occasionnelles disparitions dans les régions proches des zones qu'on disait hantées. D'autres récits faisaient état de chuchotements et de sons imitant la voix humaine, faisant de louches propositions aux voyageurs isolés sur les routes et chemins de terre dans ces forêts perdues, ou parlaient d'enfants effrayés et retrouvés hors de sens par ces mêmes choses vues et entendues là où la forêt sauvage venait jusqu'aux murs et cours de certaines fermes. Dans les plus récentes versions de ces légendes, précédant tout juste le déclin des superstitions et l'abandon de la fréquentation de ces zones redoutées, on trouvait des récits choqués du changement mental répugnant qui, à cette époque, avaient saisi tels ermites ou paysans éloignés qu'on s'était mis à craindre et dont on chuchotait qu'ils s'étaient eux-mêmes vendus aux créatures étranges. Dans un des comtés du Nord-Est, il semblait à la mode vers 1800 d'accuser ces reclus excentriques et impopulaires d'être les alliés ou les représentants des créatures abhorrées. Quant à ce qu'étaient ces choses, les explications naturellement variaient. Le nom qu'on leur attribuait le plus généralement, c'était eux, ou bien les vieux, même si d'autres termes avaient pu s'imposer de façon transitoire selon les lieux. Peut-être que le puritanisme habituel à la masse de ces colons les avait habitués à traiter sans ménagement des choses de l'enfer, et leur avait donné les bases d'une spéculation théologique scrupuleuse. Ceux qui apportaient avec eux l'héritage des légendes celtiques, principalement ceux du New Hampshire, dont l'origine était écossaise ou irlandaise, ou ceux dont les parents étaient venus dans le Vermont grâce aux aides à la colonisation du gouverneur Wentworth, les reliaient vaguement aux fées malignes et aux petits êtres des marais et tourbières, et se protégeaient d'eux par les bribes de conjuration qui les accompagnaient depuis bien des générations. Mais c'étaient les Indiens qui avaient les théories les plus fantastiques de tous. Même si les légendes des différentes tribus divergeaient, elles établissaient un consensus de croyances certain quant à leur particularité vitale, et s'accordaient unanimement à prétendre que ces créatures n'étaient pas natives de cette terre. Les mythes des Penacooks, qui sont les plus cohérents et imagés, nous apprennent que les ailés viennent de la grande ours dans le ciel et vivent dans des mines de nos montagnes terrestres pour en extraire un certain minerai qu'ils ne trouvent dans aucun autre monde. Ils ne vivent pas ici, rapportent ces mythes, mais y établissent simplement leur camp, puis repartent avec de grosses cargaisons de minerais vers leurs propres étoiles dans le nord. Ils ne sont agressifs envers les peuples terrestres que si on les approche de trop près ou qu'on les espionne. Les animaux les craignent d'une peur instinctive, et non parce qu'ils en seraient les proies. Ils ne peuvent rien manger des ressources terrestres ou animales, mais apportent leur propre nourriture depuis les étoiles. C'est mal faire que de venir les observer, et quelques jeunes chasseurs qui s'étaient risqués dans leur crête n'étaient jamais revenus. C'était mal aussi d'écouter ce qu'ils chuchotent la nuit dans les forêts, avec ces voix qui semblaient comme un essaim d'abeilles cherchant à contrefaire les voix humaines. Ils savaient le langage de toutes les sortes d'hommes,
Penacooks, Hurons, hommes des 5 nations, mais ne semblaient avoir besoin d'aucun langage pour échanger entre eux. Ils parlaient avec leur tête, laquelle changeait de couleur de différentes façons pour signifier des choses distinctes. Toutes les légendes, bien sûr, celles des colons comme celles des Indiens, s'étaient éteintes au cours du XIXe siècle, hors certains embrasements ataviques. Les colons du Vermont étaient devenus sédentaires. Une fois les routes et habitations établies selon un plan relativement fixe, ils se souvinrent de moins en moins quelle peur avait déterminé ces évitements, et même qu'il y eut ces peurs et ces évitements. La plupart des gens savaient simplement que certaines régions montagneuses étaient considérées comme hautement malsaines, stériles, généralement inaptes à la culture, et que rien de ces lointains ne leur aurait apporté mieux que ce qu'ils trouvaient là auprès. La routine, les habitudes, le simple intérêt économique à cette époque s'étaient si bien ancrés dans les lieux agréés qu'il n'y eut plus aucune raison de les quitter, et c'est plus par indifférence que par dessein qu'on laissa à l'écart les crêtes maudites. Hormis durant de rares alarmes, seules d'adorables grand-mères et quelques nonagénaires confinés dans le passé évoquaient à mi-voix ces êtres étranges vivant dans leurs crêtes. Et ceux mêmes qui rapportaient ces bruits admettaient qu'il n'y avait plus rien à en craindre maintenant qu'ils étaient familiarisés à la présence de maisons et de cultures, et que les humains laissaient rigoureusement à l'écart le territoire qu'ils s'étaient choisi. Tout cela, je le savais par mes lectures et par certains récits folkloriques collectés dans le New Hampshire. Quand, après l'inondation, les rumeurs commencèrent à réapparaître, je pus facilement reconstituer de quel arrière-fond d'imaginaire elles procédaient. Je pris grand soin d'expliquer tout cela à mes connaissances, et fus amusé à proportion quand plusieurs esprits contestataires continuèrent d'insister sur de possibles éléments véridiques dans ces comptes rendus. Ces personnes mettaient l'accent sur le fait que les légendes primitives avaient une signification homogène et uniforme, et que la nature virtuellement inexplorée des montagnes du Vermont rendait imprudent d'être trop dogmatique à propos de qui pouvait ou de qui ne pouvait pas vivre parmi elles, et qu'ils ne pouvaient pas se contenter de l'assurance qui était la mienne, attestant que l'ensemble de ces mythes était une figure connue et récurrente des croyances habituelles à une bonne part de l'humanité, déterminée par les phases primitives de l'expérience imaginaire, reproduisant toujours le même type de fantasmagorie. Il n'était d'aucune utilité de démontrer à de tels contestataires que les mythes du Vermont ne différaient que de très peu dans leur essence des autres légendes universelles incluant une personnification naturelle, celles qui avaient peuplé le monde ancien de faunes, dryades et satyres, suggéré les Kalikantzari de la Grèce moderne et donné aux sauvages contrées du pays de Galles ou de l'Irlande leurs sombres allusions à d'étranges petites et terribles espèces peuplant les souches et les terriers. Pas plus utile de leur signifier les croyances encore plus étonnamment similaires des peuplades tribales du Népal dans l'effrayant Migo ou abominable homme des neiges, qui se cachaient hideusement dans les pics et glaciers des sommets de l'Himalaya. Quand je leur faisais part de ces évidences, mes opposants me rétorquaient que cela ne faisait que renforcer l'historicité factuelle des anciens contes, qu'on pouvait en déduire l'existence réelle sur la Terre d'une espèce étrange et primitive, amenée à se cacher après l'apparition et la domination de l'humanité, et dont on pouvait raisonnablement concevoir qu'un nombre restreint d'individus ait survécu jusqu'à des temps relativement récents, ou même dans le présent. Plus je me moquais de telles théories, plus mes amis s'entêtaient à les confirmer. Même sans l'accumulation de ces légendes, ajoutait-il, les récents comptes rendus étaient plutôt clairs et cohérents, détaillés et sainement prosaïques dans leur façon de raconter, pour qu'on ne puisse les ignorer complètement. 2 ou 3 des extrémistes les plus fanatiques allaient si loin qu'ils supposaient parfaitement plausible l'hypothèse de contes indiens conférant à ces êtres cachés une origine non terrestre. Citant les livres extravagants de Charles Fort, lorsqu'il prétendait que des voyageurs d'autres mondes et d'autres espaces avaient souvent visité la Terre.
La plupart de mes adversaires, cependant, s'en tenaient plutôt à une vision romantique, tentant de transférer à la vie réelle la tradition fantastique de ces petits êtres cachés, rendus populaires par les horrifiques mais belles fictions d'Arthur Machen.